Gérard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Emmanuel Macron lâche du lest sur la réforme des retraites. C'était l'événement principal de cette première journée de campagne de second tour hier. Est-ce qu'il a raison ? Je pense qu'il a raison de montrer que le sujet doit faire l'objet d'un débat. Il y a deux sujets sur les retraites et c'est peut-être de les avoir mélangés à un moment donné qui a créé le rejet qu'on a connu, les manifestations qu'on a connues. Il y a la pérennité des retraites. Et je crois que les Français, au fond d'eux, savent qu'il y a des mesures un peu difficiles à prendre. Donc, en annonçant qu'il va falloir travailler plus, je pense qu'il donne un cap. Après, les choses peuvent se réguler, on le sait tous. Notamment parce qu'on a des régimes différents, il y a des régimes particuliers. On peut peut-être leur demander des efforts particuliers. Bref, il y a un vrai débat à avoir. Et je pense que les Français attendent de la transparence, attendent d'avoir des chiffres. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est un régime universel par points qui permettrait quand même d'avoir notamment une bonne prise en compte de la pénibilité de certains métiers. Vous restez attaché, vous, à ce régime par points qui était porté par le candidat Macron jusqu'en 2019. Alors le Parti radical a toujours été favorable à un régime par points. Parce que vous voyez bien quel est le sujet quand il y a des métiers pénibles. Soit on fait un régime spécial, comme ça a été le cas à un moment donné pour les cheminots, par exemple. Le problème, c'est que le métier, il change. Il est pénible quand la chaudière de la locomotive fait qu'on est malade des poumons parce que c'est du charbon. Il l'est moins quand le train est automatisé, électrifié, numérisé. Donc on peut pas, avec des régimes spéciaux, prendre en compte la pénibilité de métiers qui changent très vite. Et même dans un métier, prendre en compte celui qui est posté de nuit, celui qui travaille de jour, c'est différent. Donc un système par points permet vraiment de s'accrocher à la pénibilité puis de bien traiter des situations particulières. Je pense par exemple à des mères isolées avec plusieurs enfants qui travaillent. Je suis sûr que ça mérite évidemment un abondement de retraite. Donc le point, c'est la justice. Après, il faut pas donner l'impression aux Français qu'en fait, on joue au bonneteau et qu'en mettant la retraite par points, on essaye de leur piquer de l'argent dans les poches. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment deux dialogues séparés. Un sur l'équilibre financier, les chiffres sont sur la table, on prend des mesures, et puis une autre sur un système qui soit plus juste. Ne pas avoir séparé ces dialogues, ça a donné l'explosion de colère de 2019. Je crois, oui, sincèrement. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut, pour trancher entre ces solutions, est-ce qu'il faut aller vers un référendum ? C'est pas simple, vu la complexité du dossier. Alors, au Parti radical, on plaide pour le retour au référendum, à la démocratie directe. Moi, je pense que la démocratie de représentation, le fait d'élire des représentants du président jusqu'au maire, elle est en panne, on le voit bien. Voilà, les Français n'ont plus confiance majoritairement. Et je pense que pour retrouver la confiance, il faut donner plus souvent la parole directe. Simplement, il faut le faire peut-être plus à la Suisse, pardonnez-moi cette expression. C'est-à-dire plutôt que de dire c'est oui, c'est non. Parce qu'en France, hélas, quand on dit c'est oui, c'est non, comme on n'aime pas trop le changement, c'est souvent oui ou non au président. C'est souvent non, et c'est souvent non à une autre question. Oui. Je pense qu'il faut plutôt avoir 2 ou 3 scénarios et puis dire choisissez celui qui vous paraît le meilleur. Prenons le cas des retraites, à mon avis, c'est un cas idéal. On pourrait imaginer 3 scénarios différents pour arriver à l'équilibre financier. Un qui allonge la durée de travail, un qui revient sur des régimes spéciaux, un pourquoi pas qui augmente un peu les cotisations et tasse un peu le niveau des pensions. Puis les Français choisissent entre ces 3 voies. Faudra bouger la Constitution pour arriver à cette méthode à la Suisse. Mais je pense que de toute façon, il faudra bouger la Constitution sur un paquet de choses. Si vous voulez mon avis, si on veut faire respirer la démocratie au-delà de la présidentielle. Est-ce qu'il s'agit aussi, en réfléchissant, en s'assouplissant sur la question des retraites, d'éviter un tout sauf Macron dans la France populaire ? Je pense pas. Je pense que la volonté du président, c'est de dire j'ai annoncé des choses faciles et difficiles, parce qu'annoncer un allongement de la durée de travail, c'est quand même pas une chose facile à dire, et c'est pas forcément la promesse qui fait le plus plaisir. Donc j'ai présenté mon programme, mais j'entends que face à l'extrême droite, il faut rassembler largement. Et donc je suis capable de bouger. Je suis capable sur des sujets qui sont des sujets qui peuvent fracturer la société, d'avoir une méthode qui fasse appel au débat, et si possible, alors pas à l'unanimité, mais à un consensus. Ce qu'Edgar Faure appelait les majorités d'idées. Il y a un sujet difficile, on bâtit une majorité uniquement sur ce sujet. Et peut-être que les gens qui ont soutenu une réforme ne se retrouveront pas pour soutenir la suivante. Je pense qu'on aura besoin de ça dans les années qui viennent, parce qu'on voit bien quel est le sujet. On élit le président. Il a une majorité quasiment automatiquement, mais cette majorité, très vite, elle est mise en cause, elle est mise en question. Et il faut rester légitime tout au long du mandat. Et je pense que des majorités réforme par réforme, des majorités d'idées avec du débat préalable, c'est sûrement quelque chose qui doit permettre de faire respirer un peu notre pays. Marine Le Pen, elle, continue sa croisade pour le pouvoir d'achat. Elle propose un panier de biens essentiels dont la TVA serait réduite. Est-ce que c'est pas une mesure d'urgence nécessaire ? Alors, 2 remarques. La première, c'est qu'il y a quand même déjà une TVA à 5,5 réduite sur un paquet de biens et de services. Enfin, faut quand même le dire, quoi. Il y a un taux de TVA réduit qui existe. Deuxièmement, moi, je crois plus à la mesure d'un blocage des prix régulé secteur par secteur. C'est quand même un peu plus efficace. La TVA, vous allez retirer des recettes de l'État. Et quand allez-vous rétablir cette TVA ? Très vite, ceux qui produisent les biens et les services vont vous dire que c'est compliqué de la rétablir. Alors que si vous faites un blocage des prix, après vous avez une discussion avec les professionnels du secteur concerné. Il faut trouver des moyens d'équilibrer quand ils ne peuvent pas se fournir
au prix que vous avez bloqué, c'est le cas du gaz, et puis ça apparaît dans le budget de l'État. Je pense que l'effort de l'État, pour maintenir le pouvoir d'achat, il est plus apparent avec un blocage des prix, ce fameux bouclier tarifaire défini par le gouvernement, que par des mesures de TVA sur lesquelles après on a du mal à revenir. Quand on lui oppose ces arguments, quand on dit à Marine Le Pen, votre programme il est quand même difficile à financer, elle répond toujours, écoutez, il y a eu le quoi qu'il en coûte, on fera un quoi qu'il en coûte aussi pour aider les pauvres. Oui, alors, d'abord, son programme est difficile à financer, c'est sûr, mais et le quoi qu'il en coûte, il peut pas durer éternellement. Enfin, je veux dire, on est tous conscients que les taux d'intérêt vont remonter et qu'on pourra pas emprunter à l'infini. Mais le programme de Marine Le Pen, pour moi, c'est quand même des choses beaucoup plus graves que simplement le financement de son programme. C'est un choix de société différent. Faut quand même le dire, quoi. Je veux dire, un programme qui consiste à estimer que la pauvreté, c'est à cause des immigrés, l'insécurité, c'est à cause des immigrés, toutes les difficultés qu'on peut avoir, c'est à cause des immigrés. C'est quand même une vision de la société et de son prochain que, en tout cas, nous, radicaux, nous ne partageons pas, et je crois Emmanuel Macron ne partage pas. Marine Le Pen, c'est une crise en Europe. Comment on peut imaginer que l'Europe fonctionne si la France arrête de payer ses cotisations au budget? Et ça, elle l'a pas dit aux agriculteurs de Lyon qu'elle est allée voir. Parce que les agriculteurs de Lyon, dans la crise alimentaire qu'on connaît, on est bien content d'avoir une politique agricole commune. Qui la finance? Le budget européen. Si la France met un pied là-dedans, en disant finalement je ne paye plus mes cotisations, l'Europe s'arrête, il ne peut pas y avoir une Europe avec que des droits et pas d'obligations. Donc à un moment donné, Marine Le Pen, c'est une crise en Europe, et ça les Français doivent l'entendre. On est tous convaincus qu'on a besoin de l'Europe, avec la guerre en Ukraine, avec les dérèglements mondiaux qu'elle provoque, on a tous besoin d'une Europe qui nous protège. Marine Le Pen, c'est la crise en Europe. Et puis dernière chose, Marine Le Pen, c'est quand même un clan. Depuis Jean-Marie Le Pen, le Rassemblement National, le FN avant, c'est un clan. Emmanuel Macron, au moins, on peut lui reconnaître le grand mérite d'être capable de gouverner avec des gens qui viennent d'horizons différents, venant de droite, de gauche, qui avant se combattaient. Il a cette capacité à avoir une gouvernance ouverte, comme on dit. C'est-à-dire à travailler avec des gens différents et à ne pas avoir trop d'a priori partisans. Et je préfère ça pour la France. Alors, on va revenir sur tous ces points. Un mot sur l'Ukraine. Les liens de Marine Le Pen avec le Kremlin, finalement, ne semblent pas peser dans cette élection. Les Français sont-ils indifférents ? Alors, je pense que non, il y a une bonne partie des Français qui ne veulent pas voter Marine Le Pen, y compris parce qu'ils trouvent que cette complaisance, pour pas dire plus, avec le Kremlin, elle est condamnable. Donc il y a quand même des gens que ça rebute. Après, vous avez un moteur puissant pour Marine Le Pen, et il faut le regarder en face, c'est le rejet du système politique tel qu'il est. Voilà, il n'a pas cessé de grandir depuis une vingtaine d'années, et le Front National a prospéré dessus. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on entende pour les années qui viennent. C'est pour ça que quand le président propose d'ouvrir des débats, de recourir plus au référendum, enfin, il faut qu'on trouve des moyens de faire respirer notre démocratie. Ce système avec un seul débat tous les 5 ans autour de la présidentielle, et ensuite des règlements de compte qui n'en finissent plus avec la majorité présidentielle, c'est un système, on le voit bien, qui fait monter les extrêmes. Le candidat Macron veut défendre l'accès à la viande cachère et halal. Est-ce que le président du Parti radical, parti très laïque, n'est pas un peu gêné par cela ? Non, il veut faciliter l'accès, il va pas la rendre obligatoire. Enfin, à un moment donné, il faut distinguer. La laïcité, c'est pas l'interdiction des religions. La laïcité, c'est pas une arme braquée contre ceux qui croient en un Dieu. La laïcité, c'est la capacité pour toutes les religions, justement, dans le respect des lois de la République, de s'exercer. Donc qu'on puisse avoir accès à des produits cachers ou halal, oui, bien sûr. Après, les rendre obligatoires dans une décision de collectivité locale ou dans une loi, non, il faut pas. Vous parliez de la majorité élargie, de la pratique de gouvernance ouverte par Emmanuel Macron. Il a évoqué une grande formation politique, peut-être au lendemain de cette élection. Est-ce que vous êtes, vous, pour un parti unique de la majorité ? Alors, je pense pas que le président ait en tête un parti unique, parce que ce serait en contradiction avec ce qu'il a dit, qui est justement de dire, je vais ouvrir le débat, je vais ouvrir largement, je travaillerai avec tous ceux qui veulent travailler dans l'intérêt national. En revanche, je pense qu'il va falloir, pour les législatives, afficher une alliance. Voilà. Il va quand même falloir à un moment donné dire, voilà l'ensemble des familles politiques et des formations politiques qui veulent travailler avec le président de la République. Ils ont des candidates et des candidats. Et si vous voulez que demain le Parlement aide à faire fonctionner le pays aux côtés du président, c'est pour eux qu'il faut voter. Il faut une alliance claire et nouvelle. Certains républicains pourraient être dans cette alliance majoritaire ? Je pense qu'il faut ouvrir, bien sûr, à ceux qui voudraient passer à autre chose. Jean-François Copé propose ça clairement au LR. Entendons-nous avec Macron. C'est une piste. Moi, je pense qu'il faut ouvrir, bien sûr. J'en suis convaincu. Je pense que si le président de la République ne montre pas face à Marine Le Pen qu'il est capable d'aller au-delà du parti présidentiel, du quinquennat qui se termine, d'aller au-delà d'En Marche, et d'aller vers des formations différentes et d'accueillir des gens différents, je pense que ça nous aidera pas à gagner. Quitte à ce qu'il y ait peut-être une compétition interne sur certaines circonscriptions entre un candidat En Marche, un candidat Horizon, un candidat LR, un candidat radical ? Oui, je pense qu'on a quand même les moyens de se mettre d'accord, objectivement. Et de se répartir le terrain. Il y a 577 circonscriptions. Je pense que quand on a l'extrême droite au second tour, avec des sondages à 51-49, je pense qu'il faut être à la hauteur de l'enjeu, quoi.
Et est-ce que vous êtes pour, à terme, pour faire vivre cette nouvelle alliance, eh bien, aller vers la majorité avec proportionnelle intégrale? Alors le Parti radical milite depuis toujours pour la représentation proportionnelle. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut que le Parlement ressemble au pays. C'est aussi bête que ça. Moi, je combats Marine Le Pen, je combats la France insoumise, mais c'est pas normal que des candidats qui font 21, 22, 23% à la présidentielle, et pour Marine Le Pen, 8 députés, pour la France insoumise, 16 députés, sur 577. Ça n'est pas normal. Mais ça rend les parlements ingouvernables, souvent, la proportionnelle. Mais regardez l'Allemagne. Enfin, en tant que Lorrain, moi je suis voisin de l'Allemagne. Ils mettent un temps, c'est vrai, après les élections, à passer un accord de coalition. Mais cet accord de coalition, il tient 5 ans, 10 ans, 15 ans. Oui, mais regardez Israël, ça tient jamais. Et pour 2 sièges qui tombent, on retourne aux urnes. Et parce que vous pouvez avoir une proportionnelle qui permet d'avoir un correctif majoritaire. Je vais prendre un exemple très concret. De 86 à 88, on a eu la proportionnelle dans ce pays. C'était une proportionnelle par département. Ce qui permettait d'ailleurs d'avoir un débat enraciné. Parce que dans un département, on connaît des personnalités, on se retrouve dans ces personnalités. Le fait d'avoir la proportionnelle par département, ça a amené quand même à ce qu'il y ait un fait majoritaire. C'est-à-dire à ce que les grands partis aient une petite prime. C'est un peu le système allemand qui, lui, fonctionne un peu différemment, avec une partie à la proportionnelle, une partie au scrutin majoritaire. Il faut sûrement trouver un équilibre, si vous voulez, entre de la proportionnelle pour représenter les familles, un fait majoritaire pour dégager une majorité. Mais ce serait pas mal qu'au Parlement, il y ait un enjeu de contrat, justement, et que ce soit pas automatiquement une majorité au président. Les Républicains disent pas une voix pour Marine Le Pen, mais ils ne disent pas voter Macron. Vous êtes un peu déçu par cette attitude? Oui, alors c'est pas la première fois qu'il y a cette ambiguïté, hélas, chez les Républicains. Moi, ce que je veux retenir, parce que je pense qu'il faut être positif dans ce contexte d'entre-deux tours, c'est que Valérie Pécresse a pas hésité le soir du premier tour à appeler clairement à voter pour Emmanuel Macron. Des personnalités comme le président du Sénat, Gérard Larcher, a pris une position très claire. Voilà, je pense qu'il faut mettre en avant les leaders des Républicains qui sont clairs dans leur choix. Je pense en revanche qu'un parti politique qui n'est pas capable de faire un choix clair dans un second tour aussi dramatique, effectivement, voit son avenir compromis. Et son avenir est compromis aussi pour des difficultés financières. Est-ce qu'il faut changer les règles de financement? Je sais pas, c'est difficile à dire parce que les règles de financement des partis politiques, elles reposent sur le score aux législatives. C'est plutôt juste finalement comme système. Le vrai problème, c'est le financement de la campagne électorale présidentielle et le remboursement. Parce que là, vous avez des dizaines de millions d'euros et sûrement qu'il faut un système un peu plus en gradation, si vous voulez. Il y a 800 000 quand vous avez les 500 parrainages, puis ensuite 5%. Peut-être avoir un système qui soit un système progressif. Laurent Hénart, merci, bonne journée. Merci.